Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 108 du Dreamcast Show. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et je suis super méga giga content de vous retrouver pour cet épisode parce que c'est peut-être l'épisode que j'attends le plus de l'année, tout simplement parce que c'est un épisode de draft, mais c'est le premier épisode de draft qui va être fait par Azad. Azad qui va nous présenter un profil de draft, celui de Noah Penda qu'il a eu la chance un peu de côtoyer, même au fur et à mesure de la saison. Cocorico, un Français à la draft. Alors est-ce que ça peut être un joueur NBA, un vrai joueur de rotation, un starter, une star, un all-star? Eh bien c'est ce qu'on va voir tous ensemble, alors installez-vous bien et on est parti tout de suite. Bonjour et bienvenue à un scout qui se lance dans le milieu du scouting en tout cas. C'est Azad. Azad, première question, comment ça va? Ouais, je suis plus proche d'une mobilette qu'un scout quand même, on va pas se mentir. Là pour l'instant le niveau de compétence il est très proche de zéro, mais on va essayer d'apporter au moins un peu d'éléments de réponse à nos auditeurs sur quel joueur est Noah Penda et quel joueur il pourrait être en NBA. Est-ce que t'as un peu de stress là pour cet épisode ou pas? Ouais, d'habitude je sais que c'est moi qui massacre les épisodes, mais je pense que cette fois c'est moi qui vais encore plus le massacrer que d'habitude quoi. Donc je porte vraiment un gros poids de la responsabilité. Ma seule chance c'est que l'épisode soit absorbé au milieu des finales NBA et que personne ne se rende compte qu'il est sorti. C'est mon seul espoir, c'est ma bataille. Et en plus c'est un Français, hein. Les gens sont exigeants sur les Français. Hein. C'est vrai? Bon, Ouais. je suis désolé d'avance de la déception, mais bon. Mais Noah c'est un peu l'underdog, donc tu vois, Ouais. ça peut balancer. Et moi je n'ai aucun doute, c'est à double tranchant, mais vu que les gens vont adorer, ça va être un podcast, comment ils disent, for the ages, tu vois, Ok. qui va faire date, Générationnel. J'ai un podcast générationnel, exactement. Ouais, ça marche, ouais. On dit qu'on fait comme ça. Alors partons tout de suite à la rencontre de notre ami Noah. Et moi, la première question que je vais te poser un peu, c'est en fait, il a été dans une saison assez longue avec Le Mans. Ouais. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous le présenter un peu physiquement, parce qu'il n'a pas pu faire le combine, du coup, il n'a pas Ouais. été au combine, donc on n'a pas ses mesures officielles. Mais du coup, est-ce que physiquement il te plaît? C'est un profil qui est déjà rassurant parce que il a plus d'envergure que de taille. Donc, t'as l'idée, il est mesuré à 6,8, je crois, pour 7 pieds d'envergure. Donc, en gros, si on traduit ça un petit peu en français pour les mesures françaises, ça donnerait, je crois, un peu plus de 2 mètres de taille, proche de 2 mètres 6, et, plutôt 2 mètres 3 de taille, et 2 mètres 13 d'envergure. Et du coup, c'est des stats de physique qui sont hyper utiles, surtout quand il va s'agir de la défense finalement. Et la défense est clairement l'atout numéro un entre guillemets de son profil. Donc physiquement, voilà, c'est 2 m 2, 2 m 3 pour 2 m 13 d'envergure. Hmm. Même 6-8, c'est un peu plus grand que ça, non? Enfin bon. Je crois que Guillaume Vizade, son coach, m'a dit qu'il était mesuré à 2 m 3, je crois. Donc, Ok. si jamais c'est faux, faudra voir avec Vizade pour les réclamations. Pour le SAV. Mais ok, et je pense qu'il y a aussi un truc, c'est moi je l'ai pas vu dans le détail, etc. J'ai vu des extraits, j'ai vu des bouts de match ou parfois j'ai regardé peut-être un match par-ci par-là. Et un truc qui saute aux yeux, c'est qu'il est très très massif. Ah ouais, il est, comment dirais-je, dense.
il est, tu vois, pas souvent le joueur qu'on prend en exemple dans le sens qu'il est dense physiquement, c'est Kawhi Leonard. Un peu pour donner une idée aux gens ce qu'on veut dire par dense. Et vraiment, il y a ce truc-là de, c'est pas, en gros, c'est pas une carcasse vide physiquement. Donc, il y a un physique qui est quand même très intéressant pour un ailier en termes de taille et d'envergure. Et en plus de ça, il y a une vraie, il y a une vraie Hmm. composante physique. Et c'est pour ça aussi que du coup, il peut défendre des fois plus grand que lui ou plus costaud que lui. Et c'est là aussi où il y a des fois, sur du mismatch, il peut être intéressant aussi parce qu'il est vraiment, il domine des arrières, pas Hmm. seulement par la taille et l'envergure, mais aussi par la puissance physique, quoi. Et c'est vrai que c'est là où il est parfois intéressant. Il y a des actions un petit peu, là sur la série de playoffs contre Monaco, où il est défendu par un joueur qui est bien plus grand que lui. Et en fait, il arrive vraiment à faire, par exemple, des stampede action en les prenant vraiment de vitesse. Alors qu'il y a des fois, quand il est défendu par plus petit, il peut avoir la force, entre guillemets, de générer un peu d'opportunités de scoring. Mais ça reste quand même un joueur qui se sert plus de sa taille et de son physique en défense qu'en attaque. Tu vois, il n'y a Hmm. pas... Hmm. encore, tu vois, attaquer des plus grands avec sa vitesse, c'est quelque chose qu'on peut voir régulièrement. Ouais. Attaquer plus grand, attaquer plus petit avec parce que son physique, c'est des choses qu'on voit un peu moins souvent, je trouve. Et c'est vrai Ouais. que il est pas, peut-être que le mot ce serait timide offensivement, mais il l'est pas défensivement, donc c'est pas une caractéristique intrinsèque du joueur entre guillemets d'être timide, mais c'est plus que il laisse peut-être plus le jeu venir à lui, il est un peu moins tranchant en attaque qu'il l'est en défense. Du coup, potentiellement, il y a aussi un peu moins d'erreurs. Et c'est aussi pour ça que on le retrouve peut-être plus offensivement comme dans un rôle de connecteur qu'un rôle de scoreur ou driver, quoi. Ouais, 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 ouais. Enfin, physiquement, pardon, pour finir un peu là-dessus, Mm. c'est vrai que là, quand tu le décris, moi, ça me fait vachement penser à OG Anunoby aussi, tu vois. Un joueur comme ça, qui est grand sans être immense, envergure positive, mais qui dégage quelque chose de très massif, Robuste. de très robuste, avec une certaine puissance en défense et aussi un peu parfois en attaque. Alors il l'a un peu plus développé au G, mais tu vois, Mm. sur des drives où il va un peu arriver, lancer et profiter un peu de l'inertie qu'il a engendré pour dégager un peu tout le monde, quoi. Mm. Ouais, ouais, puis c'est là où il est intéressant aussi, c'est que tu vois, avec ce physique-là, en protection de cercle Mhm. secondaire, c'est aussi franchement très, très bon. Donc après, on va pouvoir aller un peu plus dans le Ouais. détail de la défense, mais Bah, son corps lui sert énormément en défense. ouais, bah on peut aller là-dessus un peu. On peut aller sur la vente, en tout cas, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça avec lui, le côté ce qu'on vend, C'est la c'est vraiment défense. un aspect défensif Mm. en première instance. Et c'est vrai que du point de vue défensif, alors il jouait 27 minutes par match au Mans. Alors c'est des matchs de 40 minutes, hein, on le rappelle au cas où. Mais c'est vrai que le profil un peu défensif fait pas mal rêver et même statistiquement fait pas mal rêver. Il y a un gros playmaking défensif pour son âge et pour son poste. En stade brut, par exemple, il y a déjà quasiment 1,5 steals par match. En pourcentage, il est dans le 95e centile en Voilà. bloc par 40 minutes. Mm. Il est 84e centile en déflexion par 40 minutes. Il a vraiment des stats il est 74e centile en style par 40 minutes, etc., etc. Même au rebond, c'est très bien. Et du Ouais. coup, tu as vraiment un profil statistique, en tout cas, quand moi je regarde comme ça, de playmaker défensif, quoi. C'est le plus impressionnant parmi toutes ces stats, c'est qu'il est dans le 83e centile en faute par 40 minutes. Donc ça veut dire qu'il fait tout ça en faisant beaucoup moins de fautes que les mecs qui sont dans les mêmes chiffres Hmm. que lui. Les mecs qui sont dans les mêmes chiffres que lui, ils font, tu vois, les deux autres personnes qui sont un petit peu dans le même range,
en WNBA, j'allais dire, en Betclic Elite, c'est André Robertson et donc un ancien joueur NBA et Kereavus Hayes, du coup un joueur du Paris Basket, qui sont les seuls à avoir le même niveau de playmaking en style per 40 minutes et en bloc per 40 minutes, mais les deux font beaucoup plus de fautes que lui. Et en fait, son corps et sa, du coup, coordination aussi main-œil et sa lecture de jeu, parce que c'est un joueur qui est intelligent dans les lectures défensives, ça lui permet vraiment, du coup, d'avoir un niveau de playmaking offensif qui est pas seulement genre volumineux, mais aussi très précis. Et du coup, ça aide énormément, et je pense que ça dit aussi beaucoup de choses sur sa capacité potentiellement à jouer dans une ligue où ça va aller plus vite qu'en Betclic Elite, parce que c'est marrant, c'est souvent, je trouve, les choses qui reviennent beaucoup quand ils posent la question aux joueurs qui sont rookies, c'est quoi la plus grosse différence qu'ils ont senti quand ils sont passés de la NCAA ou de l'Europe à la NBA, c'est la vitesse d'exécution. Et du coup, ou la vitesse tout court d'ailleurs. Et en gros, je pense que avec le tel niveau de précision qu'il a à un niveau professionnel, je pense que ça va plutôt bien. Le playmaking défensif va pas disparaître une fois arrivé en NBA, parce qu'en réalité, il a la marge de pas faire de faute. Et tu vois, je pense que des mecs qui sont des très bons playmakers défensifs à des plus bas niveaux, mais qui font beaucoup de fautes, ils vont peut-être plus être parfois un peu tu vois, tu regardes McDaniel, ses premières saisons, c'était le mec qui faisait le plus de fautes aussi. Alors, donc, il y avait un côté très bon playmaker défensif, mais en même temps, pas mal de déchets aussi. Alors que là, je pense que ça peut être intéressant. Et surtout que du coup, il fait ça en étant plutôt à l'aile. Donc, ça dit aussi un petit peu la polyvalence défensive que tu peux avoir en l'ayant sur le terrain. Ouais, ouais, ouais. Clairement, tu as un joueur qui, en gros, un peu sur le radar statistique, c'est un énorme playmaker défensif, très propre, quoi, en gros, pour résumer un peu. Ouais. C'est super intéressant. Et moi, j'avais une question, toi qui les as un peu suivis. Comment est-ce que, un peu pour situer, c'était quoi son rôle défensif au-delà du playmaking? Est-ce que c'était un rôle de vraiment, on va dire, un joueur un peu, un low man, un protecteur de panier, un joueur vraiment qu'on va mettre un ball stopper sur des ailiers ou même parfois sur le point d'attaque? Est-ce qu'il peut faire les deux? Est-ce que c'était un joueur qui était plus dans les rotations et qui couvre énormément de terrain? Quel était vraiment son rôle dans les schémas un peu du Mans? C'est là où c'est très intéressant, c'est qu'il peut faire tout et qu'il a été utilisé dans tout. Tu vois, là, j'ai une action en tête où il joue contre Paris et Paris remet en jeu le ballon rapidement et il défend sur TJ Short, qui est peut-être un des joueurs les plus rapides de la Betclic Elite. Et TJ Short refuse l'écran, essaye de crosser Noah, il part sur le côté vide et en fait Noah arrive à lui laisser un mini temps d'avance mais reste connecté au niveau des hanches. Et quand TJ Short veut monter au cercle, en fait, Noah peut tout simplement contrer par-dessus sans même faire faute, tellement il est dominant au niveau de la taille et sa vitesse lui a permis de rester un peu connecté par les hanches. Et du coup, il y a encore une fois, pas faute. Donc on le retrouve un peu là-dessus. Et ensuite, tu vas le retrouver parfois plus sur des ailiers et du coup, il va être en aide au niveau du pick and roll, parce qu'il y a quand même pas mal de pick and roll qui sont joués en Betclic Elite. Ou alors, tu vas carrément le retrouver en low man et du coup, il va plus être dans un rôle de protecteur de cercle, voire de safety à certains moments. En fait, ils utilisent aussi pas mal les défenseurs de l'aile opposée en safety à certains moments du Mans. Le Mans, c'est une défense qui utilisait énormément l'horizontalité pour défendre, parce qu'ils avaient des joueurs assez petits. Leur intérieur le plus grand, c'était Wilfried Yeguet ou Tayshaun Thomas, c'est pas des mecs qui dépassent les 2 m 5, je pense, tu vois, là, de tête comme ça. Et du coup, il manquait un peu de taille. Du coup, il couvrait un petit peu ça par tout simplement l'horizontalité. Et c'est là où le profil de Noah, il aidait beaucoup. C'est parce que même s'il défend par exemple sur le porteur de balle ou sur le poseur d'écran, il y a des fois où il arrivait rien qu'à arrêter le pick and roll lui-même, entre guillemets, parce qu'il contenait en fait de manière horizontale le pick and roll. Là où du coup, c'était l'arrière qui venait de l'aile opposée qui était le safety. Donc en fait, selon là où il était positionné par rapport à l'action, définissait son rôle.
Donc ensuite, le but, c'était du coup de le mettre sur certains joueurs pour obtenir certains schémas. Mais tu vois, si les attaques adverses mélangeaient un petit peu les poseurs d'écran et les positions sur le terrain, lui, dans tous les cas, il pouvait être un peu présent partout. Donc ça, c'est... Ouais. Il est très polyvalent. Ouais. Et de ce que je comprends un peu, il comprend un peu tous les rôles défensifs qu'il peut... Enfin, il peut jouer n'importe quel rôle défensif un peu. Ouais, c'est ça. Après, tu vois, je pense que là où il est le mieux, c'est dans un rôle hybride en aide où il y aura peut-être besoin d'aide au cercle à certains moments. Je pense que pure safety, c'est pas le rôle qui lui convient le mieux et seulement on ball, c'est pas ce qui lui convient le mieux aussi. Mais bon, après, tu vois, il y a un mec qui avait traqué son efficacité défensive sur isolation. Il avait vu qu'il y avait 27% de réussite sur les tirs adverses quand ils sont défendus par Noah en isolation. Après, petit échantillon et tracking à la main, mais ça reste quand même assez impressionnant et ça dit aussi beaucoup sur sa capacité à rester devant les gars, comme par exemple TJ Short, où en fait il est vraiment très rapide pour sa taille entre guillemets et il arrive bien à garder ses hanches connectées aux défenseurs et c'est là où au fait vu qu'il fait 2m3 et qu'il a cette envergure là de 2m13, tu peux un peu contrer aussi plus petit en passant par-dessus même si tu as un peu dépassé, comme tu vois Matisse Thybulle qui laisse se faire dépasser ou Wembanyama en arrivant par derrière. Lui, face à des arrières, c'est une approche qu'il va pouvoir avoir. Ok. Et un peu si du coup, si je comprends bien ce que tu m'as dit, son meilleur rôle, c'est un peu plus off-ball, genre, enfin, que ça peut être depuis le nail, le stunt, ou vraiment depuis le côté faible. C'est ça un peu de ce que je comprends, c'est un peu ça son meilleur rôle. Mais il peut aussi être on-ball et rester connecté. Et est-ce que tu penses que le côté on-ball, ça peut être un profil qui peut vraiment switcher, on va dire, de 1 à 5 en NBA? Enfin, de 1 à 5, c'est un peu une expression, hein, parce que, évidemment, tu ne switches pas sur Jokic, Embiid, machin. Et Kyrie Irving, oui, il arrive à comment dire, à effacer un joueur comme Amen Thompson en isolation ou j'en sais rien. Mais est-ce que tu penses que il peut vraiment switcher sans se faire chasser comme un mismatch, vraiment de 1 à 5, et il peut permettre un peu de jouer avec les match-ups en NBA, ou tu penses que c'était un peu aussi dû au niveau de la Betclic Elite? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir concrètement, c'est d'en avoir le cœur net et de le voir jouer de défendre de 1 à 5. Mais en tout cas, il l'a fait à un niveau professionnel en Europe. Et il l'a fait contre des équipes, tu vois, contre les meilleures équipes parfois d'Europe aussi, parce qu'ils étaient en quart de finale contre Monaco. Donc c'est pas seulement jouer en France. Jouer en France, ça veut dire aussi jouer contre des équipes les meilleures équipes européennes. Et ils ont joué plusieurs fois contre Monaco parce qu'ils les ont rencontrés en Leaders Cup, ils les ont rencontrés en Coupe de France et en Playoff. Donc ils les ont joués, je crois, 7 fois Monaco au final sur la saison. Et donc tu peux voir le niveau qu'il a aussi face à des joueurs qui sont soit passés par la NBA, soit qui ont un niveau d'élite en Europe. Et je pense que physiquement, il pourra défendre de 1 à 5 sur des profils 5 qui sont pas des énormes joueurs de post-up style Jokic, Embiid comme tu as cité. Mais tu vois, s'il jouait par exemple, imaginons qu'il joue à OKC, tu peux le mettre sur tes line-up où tu joues small ball à la place de Kenrich Williams. Tu vois, si tu veux un peu te situer, tu dis Miles Turner, de toute façon sur post-up, il va pas être si problématique que ça. Et Siakam, ça permettra d'avoir un joueur qui est très mobile et qui reste très dense pour être sur lui. Donc si tu voulais l'utiliser un peu comme joueur gadget entre guillemets en finale NBA, ce serait du côté d'OKC, ça pourrait être intéressant à la place d'un Kenrich Williams derrière Isaiah Hartenstein et Chet Holmgren. Ok. Et t'as dit un peu que peut-être que safety, c'était pas forcément son meilleur rôle. Mais du coup, moi, ça m'amène à me demander, est-ce que, un peu pourquoi, et est-ce que c'est parce que il a pas forcément le côté, premier pas ultra rapide, et du coup, il peut pas forcément couvrir énormément de terrain extrêmement rapidement, est-ce qu'il manque un peu de verticalité,
ou est-ce que c'est juste qu'il est vraiment très très dissuasif sur les stunts par exemple? Bah, je pense qu'en réalité, c'est que 7 pieds, 7 pieds d'envergure, de mètre 10, Mhm. c'est pas non plus Oui. gigantesque, tu vois. T'as des mecs, en fait, en Europe, ça l'est, en NBA, ça le sera un peu moins. Donc je pense qu'il y aura peut-être un peu moins de dissuasion en NBA avec ça. Mais pour le coup, il est assez vertical sans être exceptionnel. C'est par contre sa coordination œil-main qui est très impressionnante et du coup c'est là où il pourra faire un bon safety. Surtout qu'il pourra se permettre de parfois défendre entre guillemets sans forcément sauter parce que s'il a les mains au bon endroit, ça suffira. Et il y a des fois où il est sur les aides au niveau du safety et il force un lay-up à se transformer en passe vers le corner et le mec du corner vient pour ensuite driver dans son dos et lui se retourne et arrive à choper le ballon à une main avec la main opposée. Donc la coordination œil-main est très bonne. Je pense que 7 pieds, ce sera juste moins dissuasif en NBA que ça l'était en Betclic Elite. Ok, ok. Et est-ce que défensivement, t'as quelque chose à rajouter un peu ou tu penses qu'on a fait Non, un peu le tour? je pense qu'on a fait le tour de la défense et je pense que c'est d'ailleurs par cette défense qu'il sera drafté et je pense que si il était drafté que pour sa défense, il serait drafté assez haut et je pense que c'est peut-être plus le reste qui pose encore un peu des questions, surtout que Hmm. tu vois je pense que déjà défensivement, je pense que ces stats par match aident pas à ce que les gens se rendent compte de l'impact entre guillemets parce que du coup ils ont pas les notions forcément NCAA. Enfin, ils ont pas les notions Betclic Elite, ils ont l'habitude de la NCAA. Et du coup, peut-être que c'est pas si impressionnant que ça. Un mec a moins de un style par match et moins de un bloc par match. Mais quand tu regardes la réalité des choses et que tu prends les stats entre guillemets par rapport à son volume de minutes, c'est un des meilleurs playmakers défensifs en France, voire même en Europe. Moi, j'avais fait les stats par 40 minutes à travers toute l'Europe en termes de centiles. Et c'était clairement un des plus impressionnants, quoi. Ouais, ouais, ok. Pardon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si on résume un peu, si on Ouais. résume un peu, c'est un peu un couteau suisse défensif, mais qui sera pas All Defensive Team. Enfin, peut-être que tu nous le diras à la fin qui sera All Defensive Team, mais qui va être un défenseur déjà valuable en NBA parce qu'il a le côté euh, core NBA ready, Mm. même si peut-être un léger manque d'envergure, avec un très bon QI basket, une très bonne coordination main-œil, et finalement, tu as un niveau de playmaking défensif qui est aussi très très intéressant. Si je résume, c'est un peu ça, la vente, et pour l'instant, la vente, elle fait envie. La vente, elle fait envie. Et au final, All Defensive Team, c'est difficile de prévoir ça parce que c'est difficile de savoir à quel point il jouera en NBA, en fait. Et tu vois, souvent, les All Defensive Team, c'est pas les meilleurs défenseurs, c'est les meilleurs défenseurs qui jouent au Oui, qui moins ont du 25, temps de jeu. au moins 25 minutes par match. Et c'est encore une fois, c'est plutôt là que va se poser la question, plutôt que parce qu'en réalité, si à 20 ans, tu es déjà un des meilleurs défenseurs d'Europe, rien ne t'empêche de penser plus haut et te dire qu'à 25 ans, tu seras un des meilleurs défenseurs du monde. La Hmm, question, c'est plutôt de savoir est-ce que tu seras assez bon en attaque pour pouvoir montrer à quel point tu es bon en défense de l'autre côté, quoi. ouais. Et justement, transition parfaite, sera-t-il assez bon en attaque? Et on va rester dans le positif, Allez, restons dans le positif. parce que moi, il y a quelque chose qui m'intrigue vraiment énormément Ouais, avec Noah. dis-moi tout. C'est, je vais te le dire, je vais Tu te vas le me le dire. dire. C'est toutes les métriques de passing. Ouais. Et notamment celle que Ben Pfeiffer, Aïe, aïe, dont aïe. on parle souvent, il fait en fait des tracking à Ouais, la main, ouais. notamment deux. En fait, il en a fait deux où Noah Penda sort dans le top 3. La première, il a appelé ça Big Time Passing Metric, c'est-à-dire à quel pourcentage quelle fréquence, en tout cas entre guillemets, pardon, à quelle fréquence un joueur tente une passe de haut niveau. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il appelle une passe de haut niveau?
Je ne sais pas forcément. Ouais, une skip pass, Une passe, skip pass, voilà. ouais, un truc qui va directement au cercle alors que la zone paraissait pas atteignable, des choses comme ça, je pense. Ouais. Alors, évidemment, je pense que ça, c'est une métrique qui désavantage beaucoup les meneurs de jeu, pardon. Mhm. Parce que les meneurs de jeu, en fait, du coup, c'est une fréquence, ça va être par rapport à l'échantillon total. Ouais. Donc, si sur l'échantillon total, tu fais beaucoup de passes un peu classiques, bah, t'es un peu désavantagé sur la proportion de big time pass. Mm. Cela étant dit, en numéro un, on a notre ami Code Knuppel. En numéro 2, on a notre ami Derrick Queen. Et en numéro 3, on a notre ami Noah Penda avec 28,6%. Déjà, pas mal. Et ensuite, il y a une deuxième métrique qu'il a sortie là il y a 2 jours, ou hier il me semble, qui est quelle fréquence du temps Mm. les joueurs manipulent la défense Ouais. pendant leur passe, font des passings de manipulation. Donc là, c'est un peu plus précis. Donc il a dit, ça peut être via les yeux, via des feintes de passe, ou des feintes, oui, tout simplement, ou des feintes des body language. Donc, à quel pourcentage vous manipulez à la défense. Et là encore, on a le premier Cooper Flag, avec quasiment 12%. Mm. En troisième, on a Derrick Queen, encore une fois, avec 9,6%. Et en deuxième, on a Noah Penda, avec presque 11%. Alors encore une fois, c'est un truc qui se fait par rapport au nombre de passes totales que tu fais, mais on a quand même deux métriques sur lesquelles Noah sort assez haut, on va dire assez élevé, et puis aussi en termes de stats par match, si vous voulez les stats brutes par match, on a un joueur qui est à 2,5 assists par match, vraiment en brut, mais encore une fois, c'est un peu caché. Enfin, ça cache vraiment un bon passeur parce que bah il y a le temps de jeu, c'est pas mis par 40 minutes, etc., etc. Mais du coup, est-ce que ces stats-là que je viens d'énumérer, elles sont réelles? Est-ce qu'on a vraiment un excellent passeur comme ça le suggère? Je pense que relatif au volume qu'il a et relatif au poste qu'il a, c'est peut-être un des meilleurs passeurs aussi que j'ai vu en tout cas chez les jeunes du peu que j'ai regardé cette année parce que il y a déjà en termes de volume, comme tu dis, il y a le nombre brut est pas impressionnant parce qu'il n'y a pas un gros nombre de minutes par match. Et enfin, il n'y a pas un gros nombre de minutes par match. Ça reste 28 minutes par match en Betclic Elite, ce qui est un des plus hauts volumes. C'est juste que nous, on a l'habitude à des échantillons plus gros et des minutages plus gros. C'est pour ça qu'on a l'habitude à des stats bruts qui sont plus élevés. Mais en gros, en Betclic Elite, il est dans le 60e centile en termes de passes, d'assist par 40 minutes. Donc en gros, il est bien au-dessus de la moyenne, alors que c'est un joueur qui est plutôt élite entre guillemets. Et le jeu de Monaco, de jeu du Mans, c'est pas forcément d'avoir un joueur héliocentrique qui génère pour les autres, et c'est plutôt un jeu qui est très collectif. Donc c'est aussi pour ça que c'est un peu fondu là-dedans. Et ce qui est hyper intéressant dans son jeu de passe, c'est que il peut être sur du connecting ou sur du drive. Alors, ce qui va beaucoup mieux être retransmis en NBA, ça va être la passe sur en tant que connecteur, parce que du coup, il va pouvoir être poseur d'écran et potentiellement passer sur du short roll, et il va pouvoir surtout passer après avoir attaqué un close-out, ou passer après avoir fait une coupe. Et en fait, il cut aussi énormément. Il est assez haut en termes de centiles dans les cuts par 40 minutes. Et du coup, c'est un joueur qui est très dynamique en fait sans avoir le ballon. Ce qui du coup fait quelque chose de très intéressant quand on sait aussi que c'est un joueur qui passe énormément. Tu vois, quand tu as un joueur qui est 60e centile par 40 minutes sur assist par match et aussi 70 centimes centiles sur les coupes par match, ça montre que tu as un joueur qui va être très dynamique dans ton collectif et qui est vraiment un connecteur. Et c'est là où du coup il y a parfois un peu de la manipulation, c'est que il est capable de feinter d'aller au bout du drive pour faire une passe justement genre un joueur qui est encore plus proche du panier ou qui est dans une position avantageuse. Il y a aussi, parce qu'il est très grand et qu'il a une bonne vision de jeu, la capacité de faire des skip passes qui vont
d'un nail ou du 45 degrés opposé au corner de l'autre côté. Et du coup, il y a vraiment cette capacité-là de passer proche sur un drive et trouver la pocket pass, comme de trouver la passe un petit peu à l'opposé après avoir s'être repositionné sur la ligne à 3 points, ou alors quand il est en train de faire une coupe, ou après un short roll. Et du coup, c'est là où, pour moi, ça va très bien se transmettre en NBA, c'est que du coup, tu peux l'utiliser comme ça, et tu peux l'utiliser aussi un peu comme, tu vois, le passing de Kelly Olynyk ou de Luke Cornett, où les mecs sont dans le slot à Ouais, 45 ok. degrés, un peu en five, et que lui, du coup, il voit une action se dérouler devant lui. Ils font pas mal ça du côté du Mans. T'as un intérieur dans le slot, et t'as deux écrans à l'opposé. T'as un mec qui peut revenir du pin down, et lui, du coup, il peut un petit peu voir comment ça se déroule sur le terrain et envoyer le ballon au bon endroit. Donc, c'est un peu ça qui va être très intéressant sur son profil de passe. C'est que tu peux utiliser vraiment de différentes manières. Je suis juste pas sûr que le passing sur drive se retransmette hyper bien, parce que je sais pas à quel point le drive va se retranscrire en fait en NBA à ce niveau-là. Donc ça c'est une de mes questions, parce que c'est un joueur qui drive quand même pas mal en Betclic Elite, et du coup c'est un joueur qui provoque pas mal de fautes aussi. Tu vois, c'est un joueur qui arrive quand même assez souvent à aller aussi sur la ligne des lancers francs grâce à ça, donc c'est assez intéressant. Il est en 72e centile en lancer franc tenté par 40 minutes. Donc tu vois, c'est un joueur qui va assez souvent sur la ligne des lancers francs. Et en drive par 40 minutes, il est dans le 73e centile. Donc tu as le truc de bon, ok, c'est un joueur qui peut du coup se créer du drive à ce niveau-là. Mais c'est des drives qui sont parfois un peu imparfaits, parce que le handle est pas toujours très j'ai le mot en anglais, je dirais tight. Tu vois, il est pas hyper précis. Serré. Il est pas implacable en termes du handle. Et du coup, c'est là où je me demande à quel point le passing sur drive Ouais. va pouvoir vraiment être utilisé. Par contre, tout le reste de son jeu de passe va pouvoir se retranscrire assez facilement, surtout dans un meilleur spacing, parce que Ouais, ouais. bon, no offense whatsoever to Le Mans, hein. Je sais que Guillaume, avec Guillaume Bizot, on en avait parlé, donc je sais qu'il le prendra pas mal que je dise ça. Mais le spacing du Mans, c'était pas toujours le truc où il y avait le plus d'espace, voilà, en Europe. Donc après, voilà, tu fais avec les forces et les faiblesses de ton effectif. Mais ils ont réussi à gagner des matchs grâce aussi à la bataille des possessions à laquelle il a participé. Mais il faut bien se rendre compte que il était peut-être pas dans le contexte non plus optimal pour faire briller son jeu offensif non plus. Et peut-être que dans, tu vois, plus de spacing et un jeu peut-être encore plus rapide, finalement, ça se retranscrira peut-être aussi mieux. Hmm. Ouais, de ce que je comprends, ce qui est super encourageant, c'est qu'on retrouve un peu ce côté qu'on retrouve aussi en défense, pardon. Mais le côté, c'est un joueur qui lit très bien l'espace, Ouais, qui a une très bonne proprioception voilà. et qui est très bien capable aussi de s'adapter un peu, de réagir à ce que fait la défense. C'est-à-dire là, tu vois, des petites actions que tu décris, tu as l'impression que parfois c'est pas forcément le système de base. Il va pas faire la passe au système de base, mais il est capable un peu de réagir si la défense va mettre plus de pression d'un côté ou de l'autre du ballon. Et ça, c'est quand même, je trouve, une qualité qui aujourd'hui, enfin, est de plus en plus importante, enfin, est super importante, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, tu vois, il faut avoir presque au moins 5 connecteurs, et c'est super important de savoir read and react une défense et une attaque d'ailleurs aussi du côté défensif. C'est quelque chose qui est très très valuable. Mais du coup, moi, il y a une question qui m'intrigue. Alors, attends, avant de poser cette question, juste, j'avais l'impression aussi que ce que tu disais, c'était peut-être que tu pouvais carrément avoir un joueur un peu, même hub offensif par moment, quoi. Oui, mais c'est pas, tu vois, c'est quand même assez rare les équipes qui jouent en jeu arrêté, un petit peu avec, c'est le Jazz qui fait ça pas mal, mais c'est quand Ouais. même assez rare d'avoir juste un système qui se déroule avec un mec dans le slot
qui attend et qui envoie la passe. Donc après, ça dépendra un peu des systèmes qui sont utilisés, mais potentiellement, vu qu'il est grand et qu'il a une bonne vision de jeu, bah tu vois, de 2 m 3 avec 7 d'envergure, tu peux envoyer le ballon quand même à plus d'endroits qu'un mec qui fait 1 m 85 concrètement. Et du coup, sur du jeu arrêté, il peut être utile parce que il va faire les bonnes lectures. Tu vois, c'est pas un joueur qui va être en mode tunnel vision et qui va penser qu'à lui, quoi. Donc finalement, c'est là aussi pour ça que tu peux utiliser en up, c'est parce que il a les bonnes lectures, les bons angles de passe et c'est un passeur volontaire, quoi. Ouais, oui, mais ça peut être intéressant aussi de pouvoir l'utiliser peut-être sur aussi sur du main à main. Est-ce que c'est un bon poseur d'écran juste rapidement? Euh, c'est un bon poseur d'écran pour sa taille. Ok, ok. Bah du coup c'est intéressant, tu vois. Tu peux l'utiliser comme dit pardon sur du main à main, sur des petites choses comme ça. Ça te permet aussi d'avoir une carte en plus et c'est pas que un joueur off ball parce que comme tu as dit le handle est pas forcément bon donc peut-être qu'il va pas avoir comment dire les responsabilités avec le ballon qui pourrait libérer son passing. Mais du coup, enfin, comment dire? Voilà. Ça peut peut-être être un joueur qui sera utilisé pas que off-ball dans un rôle de finisseur. Parce que justement, on va y arriver. Mais la finition, c'est peut-être là le gros point faible de son profil. En tout cas, quand on regarde son profil statistique, c'est assez clairement ça son point faible. Déjà dans le sens où on a un joueur qui a un shoot qui est pas forcément ultra en place. Je te laisserai peut-être détailler les stats et pourquoi on peut être positif aussi. Mais on a un joueur qui est en dessous des 35% à 3 points. Et ce qui est aussi peut-être un peu inquiétant, en tout cas comme tu as l'air de le dire, c'est que on a un joueur qui finalement provoque beaucoup de fautes, comme tu l'as dit, tu vois, qui est grand, provoque des fautes et qui a un true shooting, entre guillemets, que de, allez, on va arrondir à 55. Ouais. 55 de true shooting, ça veut dire 1,10 points par tir. Alors c'est dans le contexte et le spacing du Mans, mais quand tu es censé avoir un peu le boost aussi de provoquer beaucoup de lancers francs, ça fait un peu peur. Et c'est ça qui serait un peu dommage, c'est qu'en l'état, en tout cas, bah finalement, peut-être qu'il a le short roll, etc., et les bonnes lectures, mais il faut aussi avoir une certaine gravité de scoreur pour ne serait-ce qu'attirer les double teams, ou pas les double teams, mais pardon, les rotations défensives. Et est-ce qu'il va l'avoir? C'est toute la question. Bah, tu vois, c'est un peu la finition, c'est même pas qu'au niveau du 3 points, parce que tu as même l'efficacité au cercle, tu vois, il est à 55%. Donc après, la zone du cercle, sur les stats que j'ai, est un peu plus large que celle qu'on a d'habitude, qui est juste vraiment les lay-ups et les dunks. Là, c'est un peu plus large, mais du coup, ça en dit quand même un peu aussi sur et le spacing et potentiellement les tirs qu'il arrive à générer au cercle et à finir. Et ensuite, sur le 3 points, il est pour l'instant, je crois, c'est à 32% cette saison, tout match confondu. Et l'année dernière, il était à 30. Et il y a 2 ans, il était à 25 ou 24. Donc, il y a clairement une progression dans cette partie de son jeu-là au niveau du tir. Et il y a aussi une progression au lancer franc où il est passé de 50% à presque 70%. Il est à 68% au lancer franc. C'est un truc sur lequel il travaille énormément, de ce que j'ai entendu et même de ce que j'ai vu. Donc c'est un truc sur lequel il travaille énormément. Après, la question c'est de savoir à quel point le travail suffira, entre guillemets, pour arriver à un niveau moyen ou suffisant pour pas être, entre guillemets, handicapant pour le spacing de ton équipe. Et c'est là toute la question. Et je pense que l'équipe qui choisira de le drafter aura ça en tête et aura décidé de prendre le risque de croire, entre guillemets, à sa capacité de progression. Parce que si tu regardes sur les 4 ans en arrière, il fait que de progresser et au lancer franc et aux 3 points. Donc, et c'est une progression qui est assez linéaire. Donc tu peux dire, bon, c'est pas qu'une question de surchauffe, c'est un truc sur lequel il travaille. Il est 2005, donc il a encore que 20 ans. Et il y a quelque chose encore de l'ordre du perfectionnement qui est possible à apporter.
ce sera pas un shooter d'élite, mais si tu arrives à en faire un shooter moyen et suffisant pour juste continuer à être sur le terrain et à être impactant, ça peut être un role player du coup très très intéressant et un connecteur qui va vraiment être très très fonctionnel en NBA. À quel point du coup il y a des équipes qui vont croire à cette capacité-là. Ouais. Mais ce qui fait un peu peur, je sais pas Ouais, ce que t'en penses, mais tu vois, je trouve que le spacing, et pour le coup, enfin, la NBA, c'est presque devenu un peu binaire, tu vois. Et le spacing, bah, en réalité, c'est de plus en plus compliqué à avoir. Et tu vois, bah, t'es bien placé quand tu vois les Celtics. ouais, Les Celtics, il y a 4 ans, avec la même équipe, auraient eu un spacing absolument génial parce que ouais. les défenses, c'était pas encore totalement ajusté. Et aujourd'hui, tu vois, quand je repense même à beaucoup d'exemples pendant les playoffs, mais un joueur par exemple comme Dorian Finney-Smith Mm. ou Rui Hachimura, bah finalement, Ils sont laissés ouverts à 3 points. ils sont laissés ouverts à 3 points alors que c'est pas des mauvais shooters, tu vois. Non, mais c'est pas des bons shooters. C'est pas des bons shooters, mais c'est pas des mauvais shooters. Ouais, ouais, je sais. Oui, oui, c'est ce Et que je dis, ouais, c'est ça. Ça et, suffit et, plus. et c'est ça qui est un peu compliqué, enfin un peu compliqué. Surtout sur un truc de playoff, parce qu'en saison régulière, bon, on va voir ce que ça va donner, etc. Ça posera moins de problèmes, c'est sûr. Mais est-ce que Mm. Noah, son plafond au shoot, même s'il travaille énormément, c'est pas un peu ce côté shooter ok, mais peut-être pas suffisamment dans tous les cas pour attirer beaucoup de close-out. Et du coup, ce serait un peu dommage parce que tu nous l'as dit, c'est un bon joueur pour attaquer les close-out, quoi. Ouais, en fait, c'est le problème, c'est que ça va être à quel point il arrivera soit à attirer un minimum la défense, soit à quel point ce sera un très très bon défenseur pour du coup pouvoir être accepté d'être un shooter juste moyen. Mais en Ouais, gros, le chemin pour que ça fonctionne, il faut que sa défense se transmette hyper bien en NBA pour que et qu'il arrive à devenir un shooter moyen. Pour l'instant, c'est un shooter qui est en dessous de la moyenne et qui est un défenseur de 20 ans qui va arriver en NBA. Donc je pense qu'au début, ça va forcément être un peu compliqué, mais si il prend le pli défensivement, je pense que ça donnera dans tous les cas l'occasion de le tester en attaque et ensuite d'avoir un peu plus de réponses. Donc bon, moi, ça passera quand même par la défense parce que c'est ce qu'il fera en défense qui te donnera envie de le tester en attaque parce que pour tester son shoot, entre guillemets, il va falloir qu'il en prenne. ouais, Donc, ouais, bien sûr. Mais ce que je me dis, c'est est-ce que, tu vois, tu l'as rapidement mentionné, mais du coup, est-ce que peut-être il peut apporter autre chose? Tu as dit que c'était un excellent cutter, mm, enfin un excellent joueur de cut, ouais, on va dire ça plutôt comme ça. Et c'est un excellent joueur de cut. Est-ce qu'il peut un peu apporter aussi sur la bataille des possessions au ouais. rebond offensif aussi? Est-ce que c'est un joueur qui, dans Transition, ses... tu vois. Moi, je pense à un Ouais, truc là-dedans. j'allais dire ça. C'est playmaker défensif qui peut jouer de la transition et qui peut porter la balle en transition. Son dribble lui permettra pas de porter la balle énormément sur du jeu demi-terrain parce qu'ils peuvent vraiment lui mettre la pression. Mais il y a des séquences avec Le Mans où il porte la balle dès la remise en jeu, il porte la balle en transition. Donc ça, c'est des choses qu'il va être capable de faire. Je pense qu'il aura beaucoup et ça lui fera énormément de bien d'être dans une équipe qui joue sur la bataille des possessions et de la transition, comme ce qu'il faisait au Mans. Et Ouais, du ouais. coup, c'est là où il est C'est où il est le meilleur. c'est là où il est le meilleur parce que du coup, c'est un playmaker défensif, donc c'est un joueur qui va aider à apporter du chaos et qui va pouvoir justement en profiter. Je pense que c'est un joueur qui va très bien évoluer dans le chaos et la vitesse de la NBA actuelle. Donc ça, Ouais. c'est positif. Mais encore une fois, je pense que sur attaque placée, ce sera plus compliqué. Après, en même temps, sur attaque placée à 20 ans, c'est quand même souvent compliqué pour tout le monde. Donc, à voir à quel point, tu vois, ça peut évoluer. Tous les retours un petit peu sur sa personnalité, son approche du jeu et ce qu'il va pouvoir un petit peu en faire et s'adapter ont l'air quand même très bons. Et l'équipe est quand même souvent bien plus compétitive avec lui sur le terrain que sans lui sur le terrain, surtout défensivement. Donc tu as quand même des indicateurs aussi assez positifs en termes d'impact collectif.
Mais tout ça ne fonctionnera pas finalement si dans tous les cas les tirs ne rentrent pas en finale. Donc il y a quand même il y a quand même une grosse part. Il y a beaucoup d'encouragements positifs. Il y a vraiment des raisons d'y croire et il y a aussi des raisons de se dire que ça peut être très vite limité si tu tombes dans un contexte où en fait ils croient pas forcément au tir ou alors ils insistent pas assez entre guillemets. Ouais, ouais. Et ce que je me disais aussi, c'est ouais, il y avait la transition et il y a le côté aussi un peu son jeu de drive. Moi, c'est un peu une question, c'est est-ce qu'il y a des choses où, tu vois, je me dis, comme tu l'as dit, le 55 de true shooting, donc voilà, c'est pas exceptionnel. Il y a le tir, mais finalement, le tir, vu qu'il en prend pas non plus énormément, c'est pas ce qui influe le plus. Donc, est-ce que même si c'est un bon joueur de cut, est-ce que son jeu de drive, il est pour l'instant pas terrible, mais tu vois un potentiel? Et si oui, un peu comment? Est-ce que ça peut être plus sur un côté très puissant, comme j'ai dit à la OG Anunoby, mais pas forcément très, très esthétique? Ou est-ce que, par exemple, il a une grosse capacité de décélération? Est-ce qu'il a les deux mains pour finir ou est-ce qu'il a que la main droite pour finir? Parce que finalement, il y a le tir qui va décider certaines choses en attaque, mais je me dis aussi, il y a le reste aussi. Parce que en fait, comment dire, le tir, ça va être un peu la fin la fin de la chaîne. C'est ce qui va décider si, en gros, hein, je grossis le trait, mais si t'es à 98 ou à 102 de true shooting plus, mais il faut que tout le reste soit déjà au niveau quand même pour être à peu près aux alentours de la moyenne. Et finalement, si t'es aussi un mauvais joueur de finition, tu vois, même au panier ou des choses comme ça, et que au lieu d'être un joueur qui est à peu près au niveau de la moyenne, t'es carrément inefficace, bah là finalement tu deviens carrément un joueur, comment dire, un joueur un peu gadget quoi. Et du coup, est-ce que ça peut quand même devenir juste sur l'efficacité et du coup beaucoup sur le jeu de drive, de cut et de finition au panier, un joueur, en tout cas j'ai quand même l'impression qu'il là les outils physiques, en tout cas les mensurations et la puissance etc pour le devenir, mais on sait que parfois ça fait pas tout parce que bah il y a des joueurs qui sont très physiques et qui prennent des lignes de drive très très larges et refusent le contact, ou alors qui finissent que d'une seule main, ou qui ont aucune variation dans leur finition et c'est que du je fonce dans le tas. Et bon, parfois ça marche parce que parce que c'est génial, mais comment est-ce que son jeu de finition au cercle, un peu pour finir, ça se situe? Parce qu'en fait, au final, j'ai aussi l'impression, tu vois, que ça peut être, je sais pas si tu me rejoins là-dessus ou si je suis complètement dans un, dans une hystérie, dans une utopie, mais j'ai l'impression que ça définit aussi un peu la base du curseur de Noah. Ouais, ça faisait énormément de questions et de trucs en même temps à ingurgiter, mais du coup, en gros, l'idée c'est que son drive, comme j'ai dit, il va dépendre de sa progression qu'il va réussir à avoir sur son dribble. Parce que pour l'instant, ça fonctionne correctement, mais je pense que il était peut-être pas forcément hyper ciblé aussi sur ce drive. Il avait peut-être justement aussi avec il y avait moins de stun parce qu'on n'est pas forcément en NBA. Et d'un autre côté, il y avait un moins bon spacing. Je pense quand même que son handle doit être peaufiné pour être un très bon entre guillemets driver relatif à son niveau et pouvoir être menaçant là-dessus. Mais c'est un mec qui va être un driver volontaire et qui va pouvoir utiliser aussi son physique et sa rapidité. Parce que du coup, s'il est défendu par plus grand, comme on l'a dit au début de l'émission, il va pouvoir en profiter avec sa vitesse et potentiellement il joue aussi un petit peu sur du post-up. Si il est défendu par plus petit, c'est un truc qu'il pourra utiliser. Et comme on voit un petit peu sa capacité à provoquer des lancers francs, c'est pas un joueur qui aura du mal à aller au bout des actions, quitte à aller sur des lancers francs. Et même s'il est que à 70 ou 68 ou 72% au lancer franc, ça restera quand même des tentatives entre guillemets efficaces et un bon moyen de compenser ça. Donc ça devrait pas poser problème, mais je sais pas si ça répond totalement à la question de 3 minutes que tu as posée. Les questions. Non, mais voilà, c'était plus dans le sens. Et du coup, j'ai l'impression que sa carte, on va dire, pour aller atteindre un mini. En fait, mon point était que
il faut quand même avoir un minimum d'efficacité parce que le 3 points, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, il en prend peu et il en prendra pas forcément beaucoup en NBA. Est-ce que là-dessus, on est d'accord? Ouais. Du coup, ce qui joue aussi beaucoup sur ton efficacité et si t'es au niveau de la moyenne, enfin en tout cas sur dans quelle zone tu te situes, c'est-à-dire en gros, est-ce que tu te situes à 90, 100 ou 110? Et après, c'est le 3 points qui va dire si t'es à 102 ou 98. En gros, je sais pas si c'est très clair, mais ça va être un peu tout le reste hors du 3 points et donc un peu sa finition au panier de ce que je comprends. Et du coup, de ce que je comprends, sa grosse carte à jouer, c'est la provocation de faute. C'est ça? Bah, surtout sur cut, je pense. Et ça peut Ok. être très intéressant. Et il y a eu des joueurs, genre Corey Maggette, il avait un free throw rate, il avait un free throw rate plus de genre 200 parce que il Corey était. Maggette. Et bah, ok, bah écoute, ouais, écoute, on n'a Non mais pas. c'est génial. On n'a Moi pas, j'adore. on n'a pas tous, on n'est pas tous nés en 2006, hein. Donc, mais Corey Maggette, 200, il avait le double du free throw rate de NBA parce qu'il était inarrêtable sur cut et qu'il avait des très bonnes lectures là-dessus. Donc je pense que ça peut être intéressant et c'est un joueur qui est constamment en mouvement. Donc dans tous les cas, Ça c'est positif ça. ouais, bah, c'est un joueur qui lit très bien le jeu. Donc c'est son cerveau qui viendra compenser peut-être son manque de toucher finalement. Et après, à quel point le toucher pourra finir par venir. Mais tu vois, le toucher, tu le retrouves dans un peu les limites au tir et au dribble. Mais d'un autre côté, il y a l'indicateur lancer franc montre des vrais progrès là-dedans. Donc à quel point il peut continuer à progresser là-dessus. Ensuite, ça dépendra du contexte et de qu'est-ce que les joueurs et les équipes qui vont le drafter ont envie de faire de lui, quoi. Mhm. Et bien justement. Alors, outre Boston et le 28e pick de draft. Alors attends, non. Avant de dire ça, est-ce que tu as quelque chose à dire encore sur son attaque? Un truc que tu projettes qu'on n'a pas dit? Moi, C'est je bien pense qu'on ait a mentionné la transition. on a fait un bon petit tour, hein. Un bon petit tour. Un bon Mais petit j'ai tour. l'impression, alors je l'ai pas vu du coup, pas vu du tout, mais qu'entre Noah Essangué et Noah Penda, on a quand même deux joueurs de transition avec en équipe de France là bientôt, ça va être sympa quoi. Ça va être sympa. Mais bon bref, ce n'est pas le sujet. Je rappelle les pics. Pendant ce temps, je te laisse un peu réfléchir. Mais quel contexte pourrait être très intéressant pour lui? À partir de quel pic est-ce que tu penses que il a une chance d'être pris? Est-ce qu'il peut être loterie? Est-ce que ce sera plutôt après? Je vais dire les pics, on va dire à partir du 10. Comme ça peut peut-être Ah ouais, te donner, non, mais te donner du temps. je les ai sous les yeux, ouais, t'inquiète, Ah, j'ai les trucs sous les yeux. Je pense que on peut regarder à partir, je pense qu'on peut regarder à partir de 18. ah, tu penses pas avant? Bah, de ce que j'ai lu des drafts, des mock drafts, là, je sais plus ce que vous faites, vous, les artistes de la NCA, mais j'ai l'impression qu'il était plus entre 30 et 20 que entre 10 et 20. On peut prendre à partir de 10, hein, si tu veux. Bah, en fait, j'ai quand même l'impression, tu vois, le profil que tu décris est quand même super valuable, quoi. Et, Et si, tu le draftes peut-être pas, tu vois, tu le draftes peut-être pas pour lui donner un 20-25% d'usage, tu le draftes peut-être pas top 5, mais vu qu'à partir de 13, 14, 15, t'as des franchises qui finalement, je pense, pour lesquelles en tout cas, ce profil va être super intéressant. Et tu vois, genre, bah, les boards, on en parlait l'autre jour, en réalité, les boards, je sais pas si ça a un sens. Enfin, oui, ça a un sens, mais je pense surtout que les franchises, elles se disent, lui, on le draft et lui, on le drafte pas, en fait. Il y a des joueurs qu'elles sont prêts à drafter et des joueurs qu'elles sont pas prêtes à drafter. Et du coup, tu vois, à partir de Atlanta, OKC, San Antonio, Minnesota, Orlando, Miami, Indiana, OKC, Boston, je me dis, il y a quand même des équipes chez qui ce profil ferait vachement de sens, quoi. ouais, après, tu vois, moi, je vois Toumani Camara qui a été pris en 33 et je me dis, tu vois, il était un Ouais, mais peu plus haut en termes de réussite à 3 points. C'est à peu près pareil en termes de lancer franc.
Et en termes de prospect défensif, ça a l'air d'être un petit peu la même idée, tu vois. Donc, et lui, Ouais, mais Toumani Camara avait 24 ans. il était plus âgé. Mais il y avait peut-être plus de certitude sur le tir. On va dire à partir de 10, les Houston Rockets, je ne pense pas qu'ils vont prendre un profil défensif qui, avec des questions au shooting en plus. Tu vois? Ce serait drôle, ce serait comique franchement. Ce serait drôle, mais je ne pense pas. Ensuite, Portland, ils ont pour le coup déjà Toumani Camara, donc pas forcément sens. Chicago en 12 et Atlanta en 13, pourquoi pas? Atlanta, ce serait sympa. En fait, après, toutes les équipes sont sympas, Spurs aussi et Thunder aussi, clairement. Tu vois, de 12 à 15. Je pense que Orlando, ils ont assez de défense et assez de problèmes de spacing. Pareil pour Minnesota. Donc en gros, soit tu le retrouves entre 12 et 15, soit tu vas le retrouver plus à partir de 18, Washington, les Nets, le Heat, et ouais, le Jazz, encore les Hawks et Indiana. Tu vois, le Jazz aussi, ça peut être intéressant, mais bon. Apparemment, ils vont arrêter de tanker au Jazz, mais c'est-à-dire que si tu arrêtes de tanker alors que tu as toujours Lauri Markkanen pour diriger ton attaque, tu peux dire que tu arrêtes de tanker, tu vas quand même pas gagner des matchs. Bref. Mais est-ce que au Heat, ce serait pas mal, franchement? Ça peut être très intéressant à côté de Bam Adebayo. Après, t'as toujours le problème de l'attaque, quoi. Ouais, oui, mais pour trouver un contexte où ça... Tu vois, alors dans ce cas-là, faudrait que ce soit OKC, quoi. Est-ce que c'est pas un joueur très OKC, franchement? OKC, ce serait génial. Genre, playmaker défensif. Derrière Hartenstein et Holmgren. Il peut jouer avec les deux. Il peut jouer avec les deux, il peut jouer sans les deux, potentiellement dans leur line-up petit. Ce serait très cool, quoi. Ce serait très cool. Ah oui, moi ça m'irait très bien. Hein. OKC. Pacers, ce serait pas mal, ce serait pas mal. Ça serait un meilleur backup défensif que Obi Toppin, je pense. Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu Jarras Walker? Peut-être Jarras Walker est un peu plus on-ball, je sais pas. Ouais, ce serait pas mal, Indiana. Sinon, Pacers. Boston en 28, vraiment, moi, ça me va très bien. Franchement, ce serait un peu un signe du destin. Alors, ouais. C'est un peu le seul ou le premier que tu as scouté. Peut-être que tu vas en regarder plein d'ici la draft parce que la NCAA c'est génial. Mais tu vois, celui que t'as suivi, que t'es vraiment allé voir et tout, qui joue à Boston, ce serait cool. Mais je sais pas, j'ai quand même du mal à l'imaginer dans l'attaque des Celtics. Je pense pas qu'ils vont prendre quelqu'un dont ils sont pas sûrs du shoot. D'un autre côté, ils ont beaucoup fait jouer Cornet qui tirait pas à 3 points. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'ils vont vraiment vouloir jouer l'année prochaine? Peut-être pas grand-chose. Du coup, si tu crois au profil et que tu as envie de le tester, tu vois, ils ont pris quand même Jordan Walsh qui est un peu un profil très bon en défense et pas sûr en attaque. Et Jordan Walsh, tu avais une dimension physique qui était peut-être plus impressionnante, mais il sait toujours pas reconnaître une couverture défensive. Ça fait 2 ans qu'il est en NBA, quoi. Donc là où Noah, j'ai beaucoup moins de doutes là-dessus sur la lecture défensive et la compréhension. Ouais. Et d'un autre côté, après, ils ont pris Baylor chez Herman. Qui est beaucoup plus un profil offensif et qui est plus âgé. Voilà. Qui est pour le coup un profil très offensif, ouais. Ouais. Un profil très offensif. Et qui fait des bonnes choses en défense parce qu'il a une bonne lecture de jeu. C'est vrai. Mais ouais. Moi, je l'adore. Je l'adore. Déjà, sa coupe de cheveux, là, qui s'est faite cette année, là. Je sais pas si on peut appeler ça une coupe de cheveux, mais oui, en tout cas, le physique faciès qu'il a, il est très, très intéressant. Surtout quand il met un bandeau, ça fait, là, tu vois, là, physiquement, il me plaît. Physiquement, ça me parle. Et du coup, si tu choisis, on l'envoie où? On l'envoie au OKC? OKC ou Boston, ouais, ça me va. OKC, ce serait cool. OKC, ce serait très très cool. Ouais. Ok. Et du coup, pardon, mais j'ai pas trop préparé de questions parce que je savais pas où est-ce qu'on allait aller. Donc je peux improviser. Mais est-ce que tu le vois avoir un deuxième contrat?
en NBA. Ouais. C'est-à-dire plus de 4 ans en NBA. Après, en fait, ça dépend beaucoup de... Est-ce que je le vois avoir un deuxième contrat? Oui, je le vois avoir un deuxième contrat. Mais est-ce que ce sera un deuxième contrat garanti? Est-ce que le premier... le premier, normalement, il va être garanti parce qu'il va être pris au premier tour. On espère. Deuxième contrat garanti, je sais pas s'il y aura un deuxième contrat. Je sais qu'il aura au moins 2 franchises si ça marche pas dans la première. Ouais. Ouais. Mais après un Ok. deuxième contrat, oui, je pense que je pense je pense que sa défense peut vraiment donner envie à des équipes de tenter le pari. Et tu vois, quand tu vois un Chris Dunn qui shoot pas à 3 points, mais qui est par sa défense et son tissu un peu de connecteur arrive à rester un peu dans des équipes, je vois pas pourquoi un mec qui pourrait faire peut-être des choses tout aussi bien en défense avec un plus grand physique et du coup peut-être une meilleure capacité à générer aussi de la bataille des possessions pourrait pas trouver un deuxième contrat. Mhm. Même si Chris Dunn, on aurait préféré qu'il joue un peu moins quand même. Mais Bah en playoff. non, pas en playoff oui, mais bon, écoute, Oui, en playoff. déjà souhaitons à Noah de jouer au moins des Game 7 de playoff. Ah et bah puis, oui. et puis on verra. Face à Jokic. Denver, ils ont pas un pic, franchement. Denver, Noah à côté de Jokic, ce serait cool. je pense. Non, mais- et est-ce que tu penses qu'il aura une saison au moins en tant que titulaire NBA? Ah, ah. Ah, c'est dur, hein. C'est hyper dur parce que tu peux répondre non et en fait il va en faire 5 et tu peux répondre oui et dans 5 ans il va être déjà de retour en Europe parce que au final le fit aura pas pris. Bah, si c'était des questions simples, on les poserait pas, hein. Je te déteste. Allez, oui. Oui, Oui. donc on y croit, Noah. Oui. Ok. Et est-ce qu'il fait une saison au-dessus des 35 à 3 points? Bah, ça dépend du volume, hein. Tu peux, si t'en prends 35, ouais. Allez, 35, on va y croire. Mais genre 35.6, mais 35, au-dessus des 35. 35,02. Ah, ok. On a fait un bon tour sur Noah là, Ouais. Azad. On a fait Franchement. un bon petit tour. C'était très cool. Ouais, Moi j'ai c'était kiffé. bien. Ouais, c'était bien. T'as bien aimé? J'ai bien aimé. T'as bien aimé te mettre de l'autre côté du bureau, j'ai Non, envie de dire. j'ai détesté, j'ai l'impression de raconter, de donner mon avis, mais de pas que ce soit pas pertinent, donc je sais pas. Ouais, arrête. On verra ce que les gens en pensent. Franchement, moi j'ai adoré. Non mais vraiment, Toi, t'es toujours de bonne humeur, c'est facile. Mais je sais Bah pas, oui. tu vois, parce que toi, tu me fais confiance, mais je sais pas si tu fais bien de me faire confiance, finalement. Mais si. Non, franchement, je pense qu'on a fait un bon tour et bah j'espère que tout comme moi, les auditeurs, vous aurez appris un peu à mieux connaître Noah Penda et que ça vous a donné envie de le suivre. Ça vous a donné envie de le suivre en NBA. Et non, franchement, c'était très très cool. On a fait 1 heure sur un prospect français qui sera peut-être, espérons-le, drafté au premier tour. C'était génial. C'était génial. Donc, bah, merci Azad. Merci Azad d'avoir pris le temps de faire ça pour nous, quoi. Concrètement, pour les auditeurs, pour la France. Merci d'avoir fait ça. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et à très très vite sur le Dreamcast Show. Prenez soin de vous, tout Yes. simplement. À plus. Ciao, ciao. Ciao.